Territoire d'info, Cyril Viguier. Bonjour, bienvenue dans la matinale d'info de Public Sénat et de Sud Radio. Bonne année 2016 de la part de toute l'équipe de cette matinale que nous réalisons chaque jour avec la participation de la presse quotidienne régionale. Aujourd'hui, notre invité, c'est Bruno Le Roux. Bonjour, Bruno Le Roux. Vous êtes président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale et député de Seine-Saint-Denis. Et pour vous interroger aujourd'hui, Christophe Bordet de Sud Radio. Bonjour Christophe. Bonjour. Et Michael Zamès de Public Sénat avec bonne mine ce matin. Bonjour Michael. Bonjour à tous. Bruno Le Roux, plus sérieusement la une de Charlie Hebdo mercredi, c'est un dieu barbu, l'habit taché de sang et armé d'une kalachnikov. Dès qu'on a appris et qu'on a vu cette une, les représentants religieux se sont sentis blessés. Qu'en pensez-vous de cette une ? Mais on ne peut pas être Charlie et en même temps vouloir commenter, surtout quand il y a des moments commémoratifs aussi durs. Nous allons cette semaine avoir de multiples manifestations avec le président de la République, avec les ministres, avec les Français qui voudront être là, nous suivre ces manifestations pour aujourd'hui critiquer une de ce journal que l'on a voulu tuer et qui est là un an après et qui refait des unes sans qu'on doive trouver le moyen ni de les contester, on peut les commenter bien entendu, mais ni surtout de dire qu'elles auraient dans notre pays qu'elles ne devraient pas exister dans notre pays. Donc les institutions religieuses ont tort aujourd'hui de commenter cette une. Mais elles peuvent commenter, mais en même temps nous devons défendre. Et nous devons défendre Charlie Hebdo. Et nous devons défendre cette capacité à la caricature, cette capacité à se moquer, cette capacité que l'on a voulu atteindre il y a maintenant une année. Donc oui, si nous sommes Charlie, et nous étions Charlie, si nous sommes toujours Charlie, mais Bruno Le Roux, à ce moment-là, on autorise bien entendu le commentaire. Bruno Le Roux, est-ce que ça veut dire que les autorités religieuses du pays, quelles qu'elles soient, n'ont toujours rien compris à la liberté de la presse? Non. Est-ce que c'est ça la réalité? Chacun dans son rôle. Elles estiment qu'il y a une frontière qui ne peut pas être franchie sur la façon dont on peut caricaturer des religions. Elles disent ce matin, on se sent trahi. Mais non, il n'y a pas la moindre trahison en République quand on fait état de la liberté d'expression. La liberté d'expression, quand elle est dans le cadre de la loi, et là elle s'inscrit totalement dans le cadre de la loi républicaine, ce n'est jamais une trahison. Christophe Bordet, sur la déchéance de la nationalité. Absolument. Le ministre de l'Intérieur présente ses vœux aux forces de sécurité ce matin et il va être question effectivement de l'extension de la déchéance de nationalité aux binationaux nés sur le territoire français. La mesure divise, déchire même la gauche. Comment allez-vous faire, vous qui êtes le chef des députés socialistes, pour rassembler toute la gauche autour de cette décision du chef de l'État ? Et je vais d'abord dire que cette décision, elle correspond à un moment où le chef de l'État veut affirmer ce qu'est la République et ce qu'est le vivre ensemble. C'est une décision qui doit nous réunir. Et donc c'est une décision qui ne doit pas souffrir les caricatures. Moi, vous savez, je soutiens la position du président de la République. Je veux que nous en discutions et je veux bien entendu regarder s'il est possible de trouver un certain nombre d'amendements à y apporter pour réunir une très large majorité. Mais ce que je ne supporte pas depuis maintenant plusieurs jours, c'est les caricatures. Les caricatures. De qui les caricatures ? Mais les caricatures qui voudraient que ceux qui soutiennent cette mesure n'aient plus de valeur, aient perdu toute valeur par rapport à ce qu'est la République, par rapport à ce qu'est la question de la nationalité. Moi, je ne caricature pas ceux qui, aujourd'hui, ne sont pas d'accord avec cette mesure. Je ne vais pas dire qu'ils soutiennent les terroristes en faisant cela, alors que cette mesure, elle est orientée uniquement vers les terroristes et pas les binationaux. Les caricatures, Bruno Le Roux, parce que si on comprend bien, elles viennent de votre gauche, elles viennent de la droite, elles viennent de partout, mais surtout de votre camp. Mais bien entendu que dans mon camp, il y a des caricatures. Et c'est pour ça que je souhaite que le débat Alors, soit elles viennent apaisé. de qui, ces caricatures? Jean-Marc Ayrault, par exemple? Non. Martine Aubry, Cécile Duflot? Il y a ceux qui peuvent mettre en doute le caractère efficace de la mesure. Mais cette mesure, elle est symbolique de ce que nous voulons pour vivre ensemble. Quand nous pensons qu'il y a un certain nombre aujourd'hui de personnes qui ont oublié ce qu'est la patrie, ce qu'est la République, qui se sont tournées contre elle, contre l'État, mais contre leurs propres concitoyens, à ce moment-là, il peut y avoir une mesure, et si elle est symbolique, elle est importante pour le vivre ensemble. Et donc, ce que je dis simplement, c'est pas de caricature dans ce débat. Ceux qui soutiennent cette mesure n'ont pas perdu le sens des valeurs. Et quand ils sont à gauche, ils n'ont pas perdu le sens de ce qu'ils ont défendu pendant des années.
Ils sont confrontés aujourd'hui à une situation terrible pour notre pays à laquelle nous devons apporter des réponses. Est-ce que vous êtes sensible aux arguments des juges antiterroristes là-dessus, en disant ça n'a aucune efficacité? Est-ce que vous êtes sensible à ces arguments? Mais je ne sais pas si cet argument est pertinent. Je ne sais pas, moi, ce qui peut se passer aujourd'hui dans la tête d'un certain nombre de ceux qui sont embrigadés ou qui sont en voie d'embrigadement quand ils vont réaliser que la patrie qui peut être la leur aujourd'hui leur fermera leurs portes demain. Je ne sais pas ce qui se passe leur patrie, dans c'est l'État les esprits. islamique, Bruno Le Roux. Ils le disent, ils brûlent leur passeport devant les caméras. Mais s'ils brûlent leur passeport devant les caméras, alors il n'y a aucun problème à ce que nous ayons tous les moyens de leur retirer la nationalité. Et c'est pour ça que le chemin que je propose, moi, il va être le chemin de la lutte contre le terrorisme et pas de la question de la binationalité. Aujourd'hui, on rentre dans ce débat beaucoup trop par la question de la nationalité et pas par la question du terrorisme. Or, moi, ce que je souhaite, c'est que nous trouvions une solution qui permette demain, pour tous ceux qui tournent leurs armes contre l'État et contre ceux qui vivent dans notre pays, de leur enlever la nationalité française. Qu'ils soient binationaux vous ou pas. Tous les citoyens français. Mais je souhaite que nous explorions, bien entendu, cette voie. Si cela concerne peu de personnes, et cela concerne, je l'espère, peu de personnes, alors il ne doit y avoir aucune différence qui soit faite entre les terroristes. Quand ils tournent les armes contre leur pays, s'ils ont la nationalité française, quelle que soit la façon dont ils ont eu cette nationalité, ils doivent pouvoir en être privés. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez avoir une majorité? Si ce n'est pas le cas, difficile de rassembler le Congrès à Versailles. Dans ces cas-là, c'est quoi? C'est le référendum qui vient? Non, je ne souhaite pas que nous allions vers cette idée du référendum. Je pense que dans la... Vous êtes contre? Mais je ne suis pas contre le référendum, pas être contre le référendum, mais il serait quand même, pour les Français, dans le moment où nous sommes, confrontés à cet état de terrorisme, dans l'état d'urgence, que la représentation nationale, les députés, les sénateurs, n'arrivent pas à se mettre d'accord sur les éléments constitutionnels qui visent à protéger notre pays, à protéger les Français, je ne l'imagine pas. Et c'est pour ça que je pense qu'il y aura au Parlement une majorité, après un débat, bien entendu. Vous êtes sûr de ça? Mais oui, je pense qu'il y aura une majorité. Quand Alain Juppé dit élément d'aucune utilité, la déchéance d'une nationalité, il y a peu de chances donc que vous arriviez à une majorité, même avec les voix de droite. Mais il dit en même temps qu'il y a peu d'utilité, mais il dit que s'il était parlementaire, il la voterait. Et donc il faut aller jusqu'au bout de ce que dit M. Juppé. Le problème de cohérence est de son côté, pas du mien. Vous êtes persuadé donc d'avoir une majorité? Oui, je pense que nous trouverons, après le débat, une majorité. Et c'est pour ça que ce débat est important et que je pense qu'il faut le poser avec des idées claires. Des idées neuves, comme vous l'avez fait. La question de l'égalité, pour moi, elle est centrale. C'est le terrain que je souhaite que nous explorions pour que le débat ne repose que sur la question du terrorisme et pas sur la question de la nationalité. Bruno Le Roux, Jean-Christophe Cambadélis avait écrit même, que ce texte sur la déchéance de nationalité n'était pas de gauche. Depuis, on n'entend plus Jean-Christophe Cambadélis. Comment peut-il défendre à présent cette idée, ce texte voulu par le chef de l'État, en tant que chef des socialistes? Mais le président de la République a tranché. Le président de la République a fait la proposition devant les Français. Les Français partagent d'ailleurs très majoritairement cette proposition. Et pour Christiane Taubira, la ministre de la Justice, c'est elle qui va porter le texte alors qu'on a bien compris qu'elle était contre au départ? Mais elle a dit qu'elle porterait le texte. De la même façon qu'elle a dit cela parce que le président de la République a tranché. Et qu'elle est aujourd'hui ministre. Elle est légitime pour porter le texte aujourd'hui? Oui, alors moi je pense qu'elle est légitime pour porter tous les textes du gouvernement. Et ce débat en légitimité que l'on fait à Christiane Taubira depuis maintenant presque 4 ans sur tous les textes qu'elle porte est un mauvais débat. Donc oui, bien entendu, qu'elle est légitime à porter les textes de réforme qui sont ceux de ce gouvernement, même de réforme constitutionnelle, sur cette question de la nationalité et de l'état d'urgence. Justement, l'état d'urgence, est-ce qu'il faut le prolonger après le 26 février? Je ne sais pas ce qui se passera. J'espère que nous connaîtrons un mois de janvier, un mois de février qui soit plus calme que celui que nous avons connu il y a maintenant 1 an. Vous n'y voyez pas forcément de nécessité? Non, ce sera à l'État d'évaluer. Moi, je ne souhaite pas qu'il y ait... Les parlementaires évaluent aussi. S'il n'y a pas de raison, oui, bien entendu. Mais l'État a souvent des éléments, et je pense notamment aux nos services de renseignement, qui nous permettent de prévoir beaucoup mieux que nos commissions parlementaires qui sont aujourd'hui chargées Mais à l'État de juger, moi, je ne souhaite pas que notre pays vive sous l'état d'urgence permanent. Simplement, je suis pour que nous apportions des garanties sur la capacité à pouvoir le déclencher dès qu'il le faut et quand il le faut, au bon moment. Et c'est pour cela
qu'il faut cette révision constitutionnelle permettant cet état d'urgence civil qui n'existe pas aujourd'hui dans notre Constitution. Christophe Bruno Bordet. Leroux, état d'urgence au niveau sécuritaire, on l'a bien compris, état d'urgence sur l'emploi également, c'est ce qu'a dit le chef de l'État lors de ses vœux. J'ai envie de dire, état d'urgence sur l'emploi, il était temps. Depuis 3 ans, c'était pas déjà l'état d'urgence sur l'emploi? C'est l'état d'urgence social Oui. qu'a dit le président de la République. Parce Depuis que 3 ans, c'était pas l'état d'urgence social déjà. il a fallu, si ça avait été l'état d'urgence, nous l'aurions souhaité, beaucoup de socialistes l'auraient souhaité, mais il fallait d'abord faire repartir la machine économique. Il fallait d'abord faire en sorte Pacte de que... responsabilité. Oui, le pacte de responsabilité, toutes ces mesures que vous connaissez, qui étaient destinées à restaurer, après le rapport qu'avait remis Louis Gallois à la fin de l'année 2012, à restaurer la compétitivité de notre pays. Et qui, pour l'instant, n'a pas créé d'emploi. Mais justement, la compétitivité des entreprises, aujourd'hui, elle s'est améliorée. Et la conséquence doit en être aujourd'hui la création d'emplois. Doit en être aujourd'hui... Doit être. Oui, doit Sauf en que être ce n'est pas le la cas. compétitivité. C'est pour cela qu'il faut l'état d'urgence maintenant. Ouais. Puisque nous avons tenu nos engagements sur la compétitivité, il faut que le secteur économique, il faut que les entreprises tiennent leurs engagements en matière d'apprentissage, en matière d'emploi, en matière d'insertion de ceux qui sont aujourd'hui, depuis trop longtemps, chômeurs dans notre société. Et donc c'est passe pour par ça la qu'il y a l'état formation, d'urgence. 500 000 emplois demandés par le président de la République. Oui, Les Échos annoncent Mais- ce matin un chiffrage 1 milliard d'euros pour financer ce plan. Est-ce que vous confirmez ce et chiffre? je ne confirme aucun, je ne suis pas le ministre des Finances et ce sera à lui de confirmer aujourd'hui avec la ministre du Travail ces chiffres. Mais oui, il y a aujourd'hui nécessité à ce que, ayant tenu nos engagements en matière de compétitivité, l'état d'urgence soit déclaré pour que le monde économique tienne les siens en matière d'emploi, que les régions et l'État tiennent les siens aussi en matière Les d'apprentissage. régions doivent jouer le jeu, là. Par exemple, Xavier Bertrand, qui promet 60 000 emplois, lui aussi, il doit prêter main forte à l'État. Je n'ai pas de doute sur le fait que les régions, aujourd'hui et dans cette période, jouent tout le jeu de la lutte contre le chômage. Je n'ai aucune raison de douter d'aucun des présidents de régions qui aient été élus. Bruno Leroux, lors de ses vœux toujours, François Hollande a évoqué de nouvelles aides pour les PME, TPE justement, à travers une sorte de chèque service aux PME. Est-ce que ça ne va pas être de l'argent jeté par les fenêtres? Parce qu'une fois de plus, comme on s'aperçoit que les mesures qui ont été prises jusqu'à présent n'ont pas créé d'emploi, là aussi il y a un risque. Est-ce Moi, qu'on ne se trompe pas de politique? J'ai tendance à vous dire, et je le réclame depuis tellement de temps, j'ai tendance à vous dire que chaque fois que l'on s'adresse aux TPE, aux PME, on ne jette jamais, absolument jamais d'argent par les fenêtres. On peut se poser la question. Oui. Et d'ailleurs, les socialistes à Beaucoup l'Assemblée à gauche nationale se la posent. sur les grandes entreprises. Sur ces efforts qui ont été faits pour, je prends l'exemple de la C3S, je ne voudrais pas rentrer dans des éléments, mais fallait-il le faire, faut-il continuer? Par contre, moi, si j'ai véritablement une conviction, c'est qu'en matière de PME, celles qui sont sur nos territoires, ces petites entreprises, ces très petites entreprises, qui sont souvent confrontées à beaucoup trop de aider paperasserie, financièrement les à PME beaucoup et plus de TPE, là. difficultés, mais C'est ça. il faut surtout C'est ça la clé. il faut surtout leur simplifier la vie. Il faut surtout que quand elles aient la capacité à créer un peu plus de richesse, elles puissent trouver des salariés plus facilement, qu'elles puissent ensuite s'adapter. Et oui, Et raboter il y le a code une du travail. mais non, pas raboter le code du travail, simplement quand on veut mettre en place une véritable sécurité sociale professionnelle telle que le président de la République l'a réannoncé, l'a remis au cœur de ses vœux derniers, c'est bien pour protéger les salariés, mais les protéger en tenant compte aussi des contraintes des entreprises. Moi, je souhaite qu'une PME, quand elle a la capacité d'obtenir un nouveau marché, eh bien, saute dessus, aille le prendre et ne se pose pas la question de savoir qu'est-ce qui va se passer si j'embauche et qu'est-ce qui se passera demain si je perds un marché ou si je ne gagne pas. Il faut simplifier les choses pour ces PME qui font nos territoires. Michael Samesdela. Bruno Leroux, vous parliez tout à l'heure de cette gauche qui en veut plus et qui en demande toujours plus. Marie-Noëlle Lienemann, Benoît Hamon et bien d'autres, je ne vais pas tous les citer, ils demandent une primaire. François Hollande n'est pas légitime. Qu'est-ce que vous leur répondez aujourd'hui? Je n'ai rien envie de leur répondre. Ça me semble tellement inadapté par rapport aux enjeux dont nous parlons, d'ailleurs, avec raison depuis tout à l'heure, pour que des socialistes, Pour rassembler la gauche. que des socialistes aujourd'hui pensent que cette question est au cœur du débat, avec ce que nous avons abordé depuis tout à l'heure, je trouve ça risible, voire ridicule. Bruno Leroux, il y a quand même 74% des Français, donc 3 Français sur 4, qui ne souhaitent ni François Hollande ni Nicolas Sarkozy comme candidat à l'élection présidentielle. Comment allez-vous traduire ce fort désir des Français, Mais- vous,
partis politiques. Et en continuant d'abord à soutenir le président de la République pour les protéger. Moi, je pense. Mais les Français le diront le moment venu. Et dans un pays comme le nôtre, mais bien entendu, mais ils seront amenés à se prononcer. Et la gauche sera amenée aussi à choisir ses candidats. Nous avons un président de la République pour l'instant, et ce que nous devons au pays, c'est de lui donner tous les moyens de réussir. Moi, quand j'ai écouté ses vœux, je pense qu'il est un des seuls aujourd'hui à avoir compris les aspirations des Français, à avoir compris les changements qu'ont opérés les attentats contre notre pays ces derniers mois, à vouloir une société plus fraternelle, la question du service civique, la question de la patrie, des valeurs, la question de l'Europe telle qu'il l'a abordée, la question de la sécurité des Français. Oui, moi je pense qu'il est aujourd'hui le mieux à même pour rassembler les Français. Mais nous avons non pas le temps d'une campagne devant nous aujourd'hui, c'est le temps de l'action. L'année 2016, c'est une année d'action, pas une année de campagne électorale pour le président de la République. Merci Bruno Le Roux, président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale et député de Seine-Saint-Denis. Nous passons à l'analyse de l'actualité et de vos propos dans cette matinale d'info avec les éditorialistes de la presse quotidienne régionale dans un instant. Voilà, bonjour. Bonjour Guillaume Doyen du Parisien, vous êtes responsable des éditions locales de ce même journal, et Jean-Michel Elvig, bonjour, de la République des Pyrénées, vous en êtes l'éditorialiste politique. On commence tout de suite avec un débrief de ce qu'a dit Bruno Le Roux, et je voudrais qu'on s'attache d'abord à échanger sur la déchéance de nationalité, une décision qui doit nous réunir, dit Bruno Le Roux. Je ne supporte pas les caricatures, Jean-Michel Elvig. Oui, comme les églises ne supportent pas les caricatures de Charlie Hebdo, pas tout à fait les mêmes. Oui, effectivement, il y a une espèce d'emballement comme ça qui s'est créé dans une partie de la gauche, enfin même parfois quasi hystérique. Au fond, ce qui va se passer, c'est que, et d'ailleurs il a laissé plus ou moins entendre, la fameuse primaire dont on parle certains, elle va avoir lieu au moment de ce vote sur la déchéance de nationalité. Comment trouver une majorité? Mais il a l'air d'être tranquille. S'il y a une majorité de députés socialistes qui votent contre, c'est une façon de voter contre François Hollande et une façon de voter contre le fait qu'il se représente. En même temps, Bruno Le Roux a dit qu'il n'y avait pas de problème pour trouver une majorité, selon lui. Bah, écoutez, ça c'est lui qui le dit, on verra. Hein. Il y a encore un mois. Il est toujours là pour resserrer les rangs, oui. Ouais. Pour resserrer les rangs, il le fait plutôt bien. Sa mission, c'est d'être le berger des soldats égarés du PS. Un coup politique pour François Hollande, dit Alain Juppé dans le JDD, cette déchéance de nationalité. Ah, c'est à double tranchant. C'est un coup politique à haut risque, comme vient de le faire remarquer mon confrère. Et Juppé lui-même n'est pas spécialement à l'aise, puisqu'il a dit une chose puis l'autre sur le même sujet. La vraie question, c'est quelle efficacité pour la lutte contre le terrorisme? Et là, elle n'apparaît pas clairement. C'est-à-dire qu'à la fois on dit que c'est symbolique et par ailleurs on se pose des questions sur l'efficacité. L'efficacité, en réalité, au fond du fond, c'est comment se débarrasser de gens qui ont été condamnés pour terrorisme et d'actes assez graves, qui ont purgé leur peine. Une fois la peine terminée, s'ils sont déchus de leur nationalité, on peut effectivement, pour autant qu'ils aient une autre nationalité, s'en débarrasser en les expulsant. La seule efficacité, c'est ça, mais effectivement, ça ne va pas dissuader quiconque de commettre des crimes. Guillaume Doyen, au fond, quel est le bénéfice pour le président de la République et pour le Premier ministre d'ouvrir ce débat? On comprend mal à quelques mois d'échéances importantes où ils devront rassembler à gauche. Pourquoi? Parce qu'il sort justement de son camp. Je pense qu'il veut se porter au-delà, c'est-à-dire de parler à l'ensemble des Français sur cette question. Donc il sait que cette question divise, mais il sait aussi, il divise son camp, mais il sait aussi qu'elle peut intéresser une partie de l'autre camp. Mais sera-t-il le champion du centre? Non. Donc... Non, mais je crois qu'il y a quand même quelque chose derrière. Alors, on peut se demander si c'était la meilleure manière d'y répondre. C'est qu'il y a une attente, et ce qu'on voit un peu dans les sondages, c'est que les gens veulent que la nationalité, ce soit pas seulement une question purement juridique, je suis né quelque part au bon moment, que ce soit un petit peu plus, que ce soit un attachement collectif à des valeurs, qui est une dimension élective à la nationalité, qui était d'ailleurs celle des origines. C'est l'attente de ça. Alors, est-ce que le fait de sanctionner les crimes terroristes de cette manière est une façon de dire
il y a une limite à ne pas franchir si on veut rester dans la communauté de destin national. On peut se poser la question en ces termes, mais posons-la en ces termes. Je voudrais qu'on revienne sur le sondage Odoxa, qui a été peu commenté parce qu'il est sorti juste après le 31. C'est 74% des Français qui ne souhaitent ni François Hollande, ni Nicolas Sarkozy comme candidat à l'élection présidentielle. Et dans ce même sondage, d'ailleurs, on note un désir de fort renouvellement politique. Comment les états-majors politiques vont pouvoir traduire ce désir des Français? Guillaume Doyen. Moi, je pense qu'ils ne sont pas en mesure de le traduire actuellement. Voilà, je ne crois pas que ça puisse venir des partis eux-mêmes. En tout cas, ces débats-là ne vont pas le permettre. Ce qu'on a vu émerger en Espagne, ce sont de nouveaux partis. Ce n'est pas des vieux partis que viendra le renouvellement attendu. Mais c'est un problème, Michel Elvig. La question centrale, c'est la question du mode de scrutin. S'il y avait le mode de scrutin majoritaire à 2 tours en Espagne, Podemos n'aurait pas existé, pas plus que Syriza en Grèce. Donc c'est la question du mode de scrutin. Mais comme on sait qu'on ne changera pas le mode de scrutin d'ici un an, la capacité de renouvellement, disons, des élites politiques, comme on dit, enfin des dirigeants politiques, est quand même assez réduite. Guillaume Doyen. Ça n'est pas qu'une question de mode de scrutin, si vous voulez. Même si vous n'avez pas d'élu et que vous montez à 5, 15, 10, 15, 20%, vous devenez de fait quelqu'un à qui il faut compter. Je voudrais qu'on revienne sur l'élection des 7 nouveaux présidents de région là, ce matin, et le fait que Marine Le Pen ne va être au fond même pas chef de l'opposition de la région Nord, Picardie, Pas-de-Calais, Picardie. Elle n'aurait pas été plus présidente si elle avait été élue. Non mais est-ce que c'est pour privilégier sa carrière nationale au fond qu'elle fait ça? Est-ce que c'est pas un très mauvais signe donné aux électeurs? Au fond, elle aurait pu être la seule présidente du groupe d'opposition. En dehors de tout jugement de valeur, elle n'a qu'une seule ambition, qu'une seule stratégie, c'est d'être un jour présidente de la République. Le reste, ça ne sert qu'à disons, entretenir sa propagande. Donc il n'y a pas de surprise là-dessus. C'est pas très légitime quand même vis-à-vis des électeurs. Non, mais je rejoins parfaitement l'analyse de mon confrère. Ce qui compte, c'est l'élection présidentielle. C'est un bon elle est comme les autres. C'est un bon calcul de sa part ou pas? Je suis incapable de vous dire si stratégiquement ça lui rapportera quelque chose. Quand vous voyez qu'il y a quand même 40% des gens du Nord et de Picardie qui étaient prêts à voter pour quelqu'un dont ils savaient très bien qu'elle ne serait pas présidente effective, on peut se poser la question. On va regarder vos unes, celle du Parisien, Guillaume Doyen, qui est une une très conso. C'est les soldes qui démarrent. Une une de saison, pour un peu sortir d'une période terrible. Voilà. Et puis malheureusement, le décès de Delpech. Voilà. Qu'est-ce que sur les soldes vous conseillez à vos lecteurs alors, parce que c'est pour être très pratique. Pour être très pratique, si vous achetez toujours en boutique, vous pourrez réserver sur Internet et aller chercher maintenant. C'est la nouvelle pratique de consommation. Voilà, ça évite les bousculades que vous avez peut-être connues en un temps dans les magasins. Jean-Michel Elvig, La République des Pyrénées. Alors c'est une très rugby avec une photo d'ailleurs assez sensationnelle. Oui, d'abord, ça peut échapper au-delà du Béarn. On va la décrire pour nos amis de la radio. De l'événement que la section paloise, qui est une équipe de rugby qui va pas très bien en ce moment, ait pris un point de bonus défensif à Toulon. C'est quand même quelque chose d'important au plan local. Mais j'attire votre attention sur une petite, c'est moins gros, sur le fait que les stations de Pyrénées, de neige, de Pyrénées qui n'avaient pas de neige, ont quand même réussi à entretenir l'intérêt des vacanciers, même si sur le plan financier, ils ne s'y retrouvent pas, parce que compte tenu des investissements de stations de neige, ils ne s'y retrouvent pas. Mais enfin, quand même, il y a, la montagne peut être un lieu de vacances, même quand il n'y a pas de neige. On va revenir quand même à celle du Parisien en parlant une petite minute, il nous reste, de Michel Delpech, qui nous a quittés, et avec un hommage unanime à la fois du métier, mais aussi des politiques. Curieusement, ça sonne. Ça, oui, c'est assez touchant dans le fond, quand on voit le poids qui tenait dans le patrimoine, et puis même dans nos éditions régionales. C'était chouette, Michel Delpech. Voilà, c'est ça. Il est beau le titre du Parisien. On en parle beaucoup. C'est le symbole d'une époque... Oui, je crois que fini, François Hollande qui a dit des mots justes, parce que je crois qu'il s'intéresse beaucoup plus à la chanson qu'à la littérature, mais c'est une autre question. Il dit, c'est vrai que c'est la France des années 70, il y a une part de il n'a jamais vieilli. Et il n'a jamais vieilli. Et tout ça est vrai, c'était un vrai chanteur populaire et qui était plutôt à gauche, même s'il n'était pas très apprécié par une certaine intelligentsia de gauche, mais c'était quelqu'un d'attachant. Et pour une fois, Hollande en a plutôt bien parlé de cette disparition. Il a touché les Français de toute génération. Oui, absolument.
Oui, oui. Merci à vous deux, Jean-Michel Elvig et Guillaume Doyen, d'avoir été les premiers invités de cette matinale de 2016. On se retrouve évidemment demain à la même heure. Bonne journée et les programmes continuent bien sûr sur Public Sénat.